Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. En lieu et place du droit international et de la Charte des Nations Unies, les Occidentaux invoquent désormais un nouveau système censé pacifier les relations entre États. Flou, dépourvu de bases théoriques solides, cet ordre multilatéral doit surtout perpétuer la mainmise des États-Unis et de leurs alliés. De l'ordre fondé sur des règles, par Anne-Cécile Robert. Le Monde diplomatique, novembre 2024, lu par Anne Langlais. Une nouvelle expression fleurit dans la bouche des diplomates américains. Face aux menaces qui pèsent sur la paix, il serait urgent de défendre les impératifs d'un ordre international fondé sur des règles, ou Rules-Based Order, RBO en anglais. Par une sorte de réflexe pavlovien, les Occidentaux font chorus. En octobre 2021, dans une déclaration commune, Washington et Paris entendent ainsi renforcer l'ordre multilatéral fondé sur des règles. La boussole stratégique de l'Union européenne, adoptée en mars 2022, proclame que, pour défendre l'ordre international fondé sur des règles, Bruxelles continuera à renforcer ses relations avec des partenaires et pays partageant les mêmes valeurs. Et en février 2023, ce sont les dirigeants du dialogue quadrilatéral pour la sécurité, Quad, regroupant les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon, qui affirment leur détermination à maintenir l'ordre international fondé sur des règles où les pays sont libres de toute forme de coercition militaire, économique et politique. En apparence, la formule ne prête pas à contestation. Qui s'oppose à un tel ordre ? Sous-entendu, qui préférerait le désordre et le chaos à la paix et à la stabilité garanties par le droit ? Pourtant, le RBO affleure d'abord comme un révélateur, parmi d'autres, des fractures de la société internationale dès lors qu'il se substitue à l'expression consensuelle et admise depuis des décennies de droit international. Émanant d'un groupe d'États, en l'occurrence tous occidentaux, il vise à donner à ces fractures un sens qui leur soit favorable en les plaçant du côté des valeurs positives du droit et de l'ordre. Mais contrairement au droit international, le contenu reste flou. Les conceptions du RBO des États-Unis, de l'Australie, de l'Allemagne et de l'Inde diffèrent de manière notable, note ainsi le politiste Boas Lieberherr. Bien que toutes conviennent qu'un ordre international fondé sur des règles représente un engagement des États à mener leurs activités conformément à certaines dispositions sur lesquelles ils se sont entendus, elles révèlent des interprétations différentes de ce que ces mêmes dispositions impliquent. Certains États, l'Allemagne ou la France, ou associations d'États, comme l'Union européenne, y incluent la Charte de l'ONU. D'autres n'y font pas forcément référence, comme l'Australie. Le RBO viserait, selon ses tenants, à intégrer toutes sortes de règles, y compris informelles, qui forment l'ensemble de la normativité internationale. Il s'agirait de prendre en compte les nouveaux défis qui ne font pas encore suffisamment l'objet de traités ou de normes de droit international. L'économie numérique, l'intelligence artificielle, l'environnement, les grandes pandémies. Ces questions se posent de manière plus pressante qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, car les acteurs se démultiplient. Multinationales plus puissantes que certains pays, des laboratoires pharmaceutiques aux géants des réseaux sociaux, sociétés de sécurité privée, mouvements associatifs transnationaux. Les États, seuls ou au sein d'organisations communes, sont confrontés au risque de l'absence de régulation de ces secteurs, risque pour eux-mêmes et pour les populations. Dans cet espace mouvant, le RBO devrait construire un cadre. Mais ses contours restent indéterminés. Aucun congrès, aucune conférence internationale n'a, jusqu'à présent, élaboré un document de synthèse qui en récapitulerait les grands axes et les grands principes. Il n'existe ni manuel, ni recherche universitaire sur ses origines, ses développements, ses déclinaisons, ses diverses branches. Plus délicat encore, du point de vue géopolitique, le concept d'ordre international fondé sur des règles marginalise les références habituelles et acceptées par tous, au moins en théorie, les traités, les résolutions des organisations mondiales ou la jurisprudence des tribunaux internationaux. Il comprend toutes sortes de documents dont la valeur juridique varie. Sa relation au droit international reste peu étudiée, souligne ainsi John Dugard de l'Université de Cambridge. On se contente de faire un lien entre les normes contraignantes des traités et les valeurs qui les sous-tendent. Pis, on ne se préoccupe pas de savoir si le RBO et le droit international sont compatibles et si l'un l'emporte sur l'autre. Ce hiatus et ses possibles contradictions semblent passer inaperçus dans les cercles diplomatiques européens et les milieux gouvernementaux. Lorsqu'on demande à des diplomates européens ce qu'ils pensent de l'ordre international fondé sur des règles, une partie d'entre eux ne comprennent même pas la question. Dans les cercles dirigeants européens, d'autres évoquent les déclarations et les textes officiels de l'Union européenne ou de ses membres, la Charte de l'ONU. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis ou en Australie. Les présidents Barack Obama et Joseph Biden ont pu prononcer de longs discours sur le RBO sans mentionner ce document fondateur de l'ordre international ou le droit international lui-même.
Dans un grand article du 2 juin 2022, publié dans le New York Times, où il décrit sa stratégie pour faire gagner l'Ukraine, le chef de l'État américain présente l'agression perpétrée par la Russie comme une attaque contre le Rules-Based Order, quand il était simple et évident de la dénoncer comme une violation de la Charte. De la même manière, lors de la conférence de presse qui clôt le sommet de l'Alliance Atlantique à Madrid en 2022, M. Biden s'attarde sur la même notion sans jamais mentionner le droit international. Pour Dugard, il s'agit donc d'un véritable choix géopolitique effectué par les États-Unis pour organiser leurs relations avec leurs partenaires, mais également avec leurs adversaires ou concurrents. La stratégie peut se comprendre du point de vue de la rapidité des transformations du monde et de la difficulté à les maîtriser. Mais elle se révèle dangereuse dès lors qu'elle jette le doute sur les règles du jeu international et brise le consensus, déjà fragile, qui avait présidé à leur adoption en 1945. Le RBO est par ailleurs très plastique et modulable puisqu'il ne repose que partiellement sur des textes écrits. Hiérarchiquement, note encore Lieberherr, il semble être construit sur le droit international, tout en incluant d'autres aspects tels que des normes non contraignantes, des standards et des procédures dans le cadre de divers forums et négociations. Par conséquent, un tel ordre pourrait théoriquement inclure des règles et des normes auxquelles certains États n'ont pas nécessairement consenti. Des mensonges éhontés. Ici encore, le RBO révèle sa nature intrinsèquement conflictuelle. Washington établit un lien logique entre cette notion et les valeurs de ce qui fut, durant la guerre froide, le monde libre, à savoir l'économie de marché, la démocratie et les droits humains. La place centrale que cette rhétorique accorde aux valeurs occidentales ne peut que générer une réaction de ceux qui ne les partagent pas. C'est l'une des difficultés de ce type de construction. Elle divise par nature quand le droit international vise à créer un espace commun avec des procédures et des repères partagés, quel que soit le système de valeurs. À cet égard, une confusion semble s'installer entre valeurs, toujours susceptibles dès qu'on les précise de variations culturelles, et principes, sur lesquels on peut s'entendre pour réguler les rapports entre États. La chercheuse Tara Varma suggère que le dialogue international devrait se concentrer sur les seconds et moins sur les premières, afin de créer un dialogue plus clair et plus sain dans l'esprit que ce que la charte de l'ONU a imaginé. L'invocation systématique et presque obsessionnelle du RBO par les États-Unis leur permet de définir à leur convenance le cadre de la discussion et les règles du jeu. Celles-ci s'adaptent au cas par cas et aux besoins de ceux qui s'y réfèrent. Les États-Unis en tirent plusieurs avantages précieux. En premier lieu, ils peuvent justifier les entorses effectuées aux normes impératives du recours à la force dans les années 1990. Si leurs interventions au Kosovo ou en Irak étaient contraires à la charte et parfois fondées sur des mensonges éhontés, comme celui de l'existence d'armes de destruction massive irakiennes, elles étaient légitimes car conformes au RBO. Le Rules-Based Order présente également l'avantage de faire oublier que les États-Unis ne sont pas les meilleurs élèves de la classe mondiale. Ils n'ont par exemple signé que 5 des 18 traités internationaux protégeant les droits humains, quand la plupart des pays de l'Union européenne en ont ratifié au moins 13. Les leçons de morale sur ce terrain paraissent donc quelque peu hypocrites. Washington n'adhère pas sur la Convention sur le droit de la mer de 1982, alors que, concernant la sécurité en mer de Chine, les Américains s'opposent frontalement aux Chinois sur les règles du jeu en la matière. Ils invoquent les droits humains, mais n'ont ni adhéré à la Cour pénale internationale, CPI, pas plus que la Chine et la Russie évidemment, ni ratifié les protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1977 sur le droit de la guerre. Il semble plus pratique, analyse Dugard, de soutenir des interprétations contestables du droit international en invoquant un RBO flou plutôt que de chercher à se justifier selon les règles plus strictes de ce droit. Un autre avantage, avancé par Dugard, prend un sens nouveau au regard de la guerre à Gaza, la possibilité d'absoudre un allié dont la conduite est contraire aux règles communes, en l'espèce Israël. Perte d'influence de l'Occident. La Chine et la Russie n'ont pas manqué de réagir à la promotion du RBO et s'y sont publiquement opposés dans l'enceinte même de l'ONU. La déclaration conjointe sino-russe de février 2022 fait ainsi référence à l'architecture internationale pilotée par les Nations Unies et à l'ordre mondial fondé sur le droit international. Pékin conteste l'ordre fondé sur des règles qu'il voit comme une invention des Occidentaux et de leurs alliés pour promouvoir leurs intérêts. L'Empire du Milieu s'en tient officiellement à l'ordre international sous-tendu par le droit international et rejette le plaidoyer qu'il attribue à un petit nombre de pays en faveur d'un ordre prétendument fondé sur des règles. Pékin affiche, avec une certaine malice, son attachement au système issu de la charte de l'ONU. Il défend une vision conservatrice de cette même charte, centrée sur ses normes de base, à savoir la souveraineté des États et le principe de non-ingérence. Une telle vision, qui fait peu de cas des droits humains, ne peut que trouver grâce aux yeux des pays agacés par les abus de pouvoir occidentaux.
Le RBO peut aussi se comprendre comme une réaction à la perte d'influence de l'Occident, dans la mesure où, en brandissant un nouveau concept, les Occidentaux tentent de reprendre le contrôle des événements. Nommer les choses est une manière de les contrôler. C'est pourquoi la sémantique fait souvent l'objet de débats passionnés et de luttes d'influence. Les Russes ne parlent par exemple jamais de l'annexion de la Crimée, mais de son rattachement. Ce vocabulaire, beaucoup plus neutre, donne l'impression de retrouvailles volontaires entre la mère patrie et la péninsule. Avec le RBO, les États-Unis tentent de demeurer dans le cockpit de l'avion international où ils sont installés depuis des décennies. Le nombre et l'enthousiasme de ceux qui reprendront cette expression traduiront la mesure de leur puissance. C'est pourquoi il est tout à fait significatif que ce soit essentiellement des Occidentaux. La fragmentation du monde va bien au-delà du choc des puissances, note le politiste Jean-Vincent Hollindre, qui diagnostique un choc des récits. Les polémiques actuelles, parce qu'elles portent sur les règles de base du multilatéralisme, risquent d'amener l'ONU au bord de la rupture.